Un adolescent de 17 ans se trouve debout, en pleine nuit, au milieu d'une forêt. Il tourne la tête à droite et à gauche, semblant découvrir l'endroit où il se trouve. À ses pieds, une immense mare de sang. Avec sa main gauche, il va toucher son crâne et constater qu'il saigne. Et dans sa main droite, il tient un couteau ensanglanté. Mais que s'est-il passé au fond de cette forêt, lors de cette fameuse soirée d'automne ? Nous sommes au début des années 50 dans une région qui me semble être sous-cotée. Nous nous trouvons dans le Limousin. Cet immense territoire rural et agricole est un véritable petit havre de paix. Ici, seuls les paysans et leurs gros engins viennent rompre le délicat petit gazouillis des oiseaux. Robert, 17 ans, rentre du village à vélo avec lequel il vient d'aller chercher le pain pour la semaine. Et comme d'habitude, l'adolescent s'est pris quelques remarques, quelques regards de travers. Du style « Regarde-moi-le ce fils à papa, ça devrait même pas exister des gens comme eux. Moi, si j'étais le boulanger, j'y vendrais même pas un morceau de pain. » Mais Robert est un enfant sage et bien éduqué, et il ne relève aucune de toutes ces remarques malveillantes. Bien au contraire, il bombe le torse, relève la tête, et il roule très fièrement sur sa magnifique bicyclette, loin d'imaginer ce qu'il va vivre ce soir. En attendant, il quitte la route principale pour prendre le chemin qui va le mener dans une forêt giboyeuse, qui sert d'écrin à ce somptueux manoir de la fin du 19e siècle. C'est ici que vit Robert et sa famille, dans ce manoir aussi grand que la fortune de ses parents. On commence d'ailleurs à comprendre pourquoi cette famille n'est pas tellement appréciée dans le coin. Ici ne vit que des paysans. Et cette immense bâtisse, ainsi que la famille qui y réside, fait vraiment tache dans le paysage. Et comme vous le savez, ceux qui ont beaucoup d'argent sont souvent la cible de ceux qui en ont moins. Et les rumeurs sur cette famille parlent d'une fortune qui aurait été acquise de manière malsaine. Mais bien sûr sans que personne ne sache réellement ce qui s'est passé. Puisque ce sont les arrière-grands-parents de Robert qui ont fait construire le manoir. Et que ces fameux grands-parents n'étaient même pas de la région à l'origine. Donc, personne ne sait d'où ils détiennent leur fortune. Mais cela ne les empêche pas d'affirmer tout et son contraire sur ces pauvres gens. En effet, dans le village tout proche, les véhémences envers cette famille sont monnaie courante, mais n'ont pas plus de portée que la projection d'un postillon. Notre monde moderne a pu nous prouver qu'un postillon était bien plus dangereux que ce qu'on pouvait l'imaginer. Mais c'est pas le sujet du jour. Au manoir, le père de Robert est dans son bureau, plongé dans ses lectures classiques, tandis que sa mère regarde au travers d'un appareil hyper moderne, que l'on appelle un téléviseur, la rediffusion d'un film muet. La ruée vers l'or de Charlie Chaplin. Robert franchit le hall d'entrée du manoir, et le délicat fumé qui vient de la cuisine lui fait instantanément oublier toutes les rancœurs que le village a contre sa famille. En effet, la gouvernante est en train de préparer un civet de lièvre qui déjà à l'odeur paraît prometteur. Au final, une journée tout à fait classique pour cette famille bourgeoise. Si vous le voulez bien, revenons quelques années en arrière pour recontextualiser la situation. Pour essayer de comprendre ce qui est peut-être, je dis bien peut-être, le moteur de ce qui va se passer lors de cette fameuse soirée. Ce village comptant un peu moins de 150 habitants a payé un lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale. Certains fils de paysans sont morts au combat et quand l'envahisseur s'est installé dans le village, les veuves et les jeunes filles ont souvent fait l'objet de la convoitise de l'envahisseur. Autant vous dire qu'ici, aujourd'hui, il ne fait pas bon parler allemand. Sous peine même, au dire de certains paysans, de finir comme engrais pour les plantes. Et ce qu'il se dit également au village, c'est que les autres, comme ils appellent la famille de Robert, seraient à cette époque-là étrangement passés entre les gouttes. Un peu comme une espèce de bienveillance mutuelle entre l'occupant et la famille de Robert. Tout cela va naturellement cristalliser les tensions entre d'un côté les villageois et de l'autre côté le manoir. Et après-guerre, c'est dans cette ambiance délétère que va s'installer ce bruit de fond, ce murmure, qui va grandir de plus en plus. Et si les autres étaient en réalité des collabos ?
Mais malgré l'animosité des uns et des autres envers le manoir, certains vont quand même prendre timidement la défense de ces gens-là en se disant « Ils ont subi l'occupation au même titre que nous et il est hors de question d'aller commencer à colporter des fausses rumeurs. » Du coup, au cœur du village, deux clans vont se former. Ceux qui n'aiment pas la famille de Robert, mais qui les défendent, et ceux qui ne supportent pas l'idée même que des anciens collabos soient sur la commune. Et c'est là que les choses vont sérieusement se compliquer. Une voix rauque, un peu terrifiante, se fait entendre avant même d'apercevoir sa silhouette. Victor est un personnage à part entière. Bien que fraîchement débarqué dans le Limousin, il a à cœur de défendre ce village et ses coutumes. C'est quelqu'un qui a une grande gueule, qui parle fort, et qui, d'après les gens du village, a un cœur gros comme ça. En revanche, il est assez soupolé et a tendance à envoyer les mains avant même de discuter. Mais il est également connu pour avoir des contacts assez étroits avec des activistes de ce que l'on a appelé l'épuration. Beaucoup d'entre vous sont au courant, et pour ceux qui ne le savent pas, après la Seconde Guerre mondiale, il y a une vague d'épuration. Vous avez déjà vu sûrement ces images d'archives montrant des femmes se faire tondre sur la place du village, accusées d'avoir couché avec l'Allemand. Ou encore d'autres personnes tabassées à coups de bâton parce qu'elles étaient soupçonnées d'avoir collaboré. Je croise les doigts pour que cela ne nous arrive plus jamais. Et pour revenir à notre fameux Victor, il était en lien avec ces groupuscules et se vantait même parfois d'avoir cassé les jambes de son beau-frère parce qu'il l'a vu donner quelque chose à un Allemand. Autant vous dire que ce personnage haut en couleur ne portait pas dans son cœur le petit Robert et sa famille. Il va d'ailleurs se disputer avec une bonne partie du village, ceux-là même qui défendent timidement, mais qui défendent quand même le manoir, mais il va également créer des liens un peu plus étroits avec deux agriculteurs du village, qui apparemment, au sujet des autres, partagent les mêmes idées que Victor. Ce bruit est celui de la pince coupante que Victor est en train d'utiliser pour couper le grillage de l'immense propriété du manoir, sous le regard attentif de ses deux acolytes. Il est 22h42, quand ils vont s'infiltrer à pas feutrés dans la forêt appartenant au domaine du manoir. Se faufilant discrètement entre les arbres, piétinant les fougères, ils vont enfin apercevoir la bâtisse endormie. À cette heure tardive, seule l'une des pièces du dernier étage est encore animée d'une faible lueur. Ils vont donc décider d'attendre là, dans la pénombre, jusqu'à ce que le manoir s'endorme pour de bon. En parlant très doucement, Victor va donner les dernières directives à ses deux acolytes. Il va falloir faire le tour du bâtiment pour trouver un accès. Le plan de Victor n'est pas compliqué. Il va essayer de s'infiltrer à l'intérieur du manoir afin de trouver le bureau du patriarche. Le but étant de collecter des preuves de son éventuelle collaboration avec l'ennemi. Pendant que Victor sera dans le manoir, Yves, le premier acolyte, restera proche du point d'infiltration, afin de transmettre les éventuelles informations que Marcel, posté à l'orée du bois, ayant une vue panoramique sur le manoir, pourrait lui donner au cas où une fenêtre s'allume. Auquel cas il pourra donner l'alerte à Yves, qui transmettra l'information à Victor. Pendant que ces trois acolytes peaufinent leur plan, la gouvernante, elle, vient d'éteindre sa petite veilleuse et a pour projet de plonger dans les bras de Morphée. Le top départ est donc donné pour ce que l'on va appeler l'opération Patte de velours. Tout semble très bien se passer. Victor vient de trouver un fenestron qui donne directement dans la cave du manoir. Il va donc s'y infiltrer et traverser tout le sous-sol avec sa petite lampe torche. Il va tomber sur une porte qui cache des escaliers qui vont le mener directement dans les cuisines. Il va donc commencer à arpenter ces couloirs, éclairés à la faible lueur de sa petite lampe torche. Oui, mais voilà. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que le rez-de-chaussée du manoir revête un somptueux parquet, qui a la fâcheuse particularité de grincer. Et du coup de mettre à mal le fameux projet de discrétion que Victor a fomenté depuis quelques jours.
Mais qu'à cela ne tienne, il va se faire de plus en plus léger pour faire le moins de bruit possible. Le sommeil léger et une ouïe surdéveloppée que lui procure son jeune âge, Robert va être extirpé de son sommeil par les bruits de grincement. Sans savoir vraiment pourquoi, il va tendre l'oreille et s'interroger. Mais quel est ce bruit? Serait-ce papa? Non, il a le pas beaucoup plus lourd. Maman ne se lève jamais la nuit. Et d'un coup, un frisson va lui parcourir le dos. Et si c'était un fantôme? Intrigué, l'adolescent va longuement réfléchir avant de sortir du lit. Mais l'impétuosité de sa jeunesse va lui dicter de se lever discrètement pour aller voir ce qu'il se passe. Il va donc courageusement, mais très discrètement, ouvrir la porte de sa chambre qui, par chance, donne directement sur la cage d'escalier principale du manoir. En plongeant son regard vers l'étage inférieur, il va lui sembler apercevoir le reflet d'une lueur qui va subitement disparaître. Effectivement, à ce moment-là, Victor vient de s'engouffrer dans le bureau du patriarche avec sa lampe torche. À l'extérieur du bâtiment, les deux sentinelles ne se doutent absolument pas de ce qui va se passer dans les prochaines secondes. Car Robert évolue dans la bâtisse aidé par une généreuse pleine lune qui éclaire partiellement le hall d'entrée. Mais également par la connaissance parfaite des lieux qui vont lui permettre de pouvoir avancer dans ce couloir en posant ses pieds stratégiquement sur des lames de bois qu'il sait ne pas grincer. Mais à ce moment-là, il se demande encore si ce qu'il a entendu était réel ou pas. Ces courts questionnements vont tranquillement le mener jusqu'à devant la porte du bureau de son père. Et pour ne rien vous cacher, à ce moment-là dans sa tête, c'est un vrai dilemme. Alors, je l'ouvre cette porte ou pas? Non, mais ce que t'as entendu, c'est complètement faux. Et s'il y avait quelqu'un derrière la porte? L'adolescent, bien que fébrile et la main tremblante, va prendre son courage à deux mains et ouvrir cette porte. À l'étage, le père de Robert va être subitement réveillé par un bruit de bagarre. Il va d'une traite éclairer la lumière, descendre à l'étage inférieur et tomber sur une scène qu'il n'aurait jamais pu imaginer au sein de sa maison. Son fils est par terre, au milieu du couloir, avec la tête en sang. Autour de lui, des fragments d'un précieux vase qui était dans le bureau. Et il va tout naturellement se diriger vers son fils inerte sans se douter du danger qui l'attend. Ce n'est que le lendemain que Robert va apprendre que ses deux parents sont morts. Mais ce n'est pas tout. La gouvernante dit avoir retrouvé ce soir-là l'adolescent, au beau milieu de la forêt, un couteau à la main avec à ses pieds le cadavre de Victor. Certains aujourd'hui disent encore que l'amnésie supposée de Robert servirait simplement à protéger la gouvernante. Cette histoire incroyable m'a été rapportée par un abonné qui la tient lui-même de ses grands-parents. Sans réelle certitude, pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une légende. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin des années 40 et au début des années 50, il y a eu beaucoup d'affaires de ce genre. Les présumés collabos étaient traqués, et pour certains, il aurait même arrivé pas mal de bricoles. Sachez que si vous avez raté l'épisode précédent d'Histoire à dormir debout, je vous mets un court extrait histoire de vous mettre l'eau à la bouche. Un soir d'hiver, ils vont prendre leur voiture et tracer tout droit en direction de ce village, avec une seule idée en tête: faire parler le vieux, récupérer le pognon et se barrer le plus vite possible. C'est le sinistre projet de la soirée de ces trois jeunes. Nous sommes le lendemain matin. Il est environ 9h30 quand un jogger va remarquer qu'une voiture esselée est garée au milieu de la colline, tout proche de la cabane du vieux. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Sur ce, j'espère que celui-ci vous a plu. Il me reste à vous souhaiter le meilleur. Portez-vous bien et à très vite pour de nouvelles histoires à dormir debout. Allez, ciao!